La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Frédéric et nous allons parler de l'alchimie. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Frédéric, bonjour, merci d'être avec nous. Eh bien, écoutez Alain, c'est moi qui vous remercie, comme à l'accoutumée, pour vos invitations. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir participer à une émission comme ça, et puis encore une fois de se retrouver ensemble pour discuter et puis montrer un petit peu aux auditeurs une autre facette, je dirais, du monde qui nous entoure, et puis notamment donner un peu la clé des mystères. Oui, justement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'alchimie, plus exactement des secrets de l'alchimie. L'alchimie est une discipline qui recouvre un ensemble de pratiques comme la transmutation des métaux. C'est bien ça? Bien sûr, tout à fait. Alors c'est un ensemble de choses, effectivement. C'est très très large, c'est très ancien, c'est très mystique aussi. Alors, on va essayer un petit peu de décompter un petit peu tout ça. On va essayer de faire un petit peu comme l'alchimiste fait et recherche, c'est-à-dire nettoyer un petit peu la matière, épurer, pour essayer d'en comprendre et d'en saisir la quintessence. Alors l'alchimie date vraiment des temps anciens. Ah oui, ça serait quasiment impossible de retracer l'origine, les racines premières, je dirais, de l'alchimie, puisque c'est une science considérée comme une science antique qui a fait ses apparitions, ne serait-ce qu'au niveau de l'Occident au Moyen-Âge, voire même bien avant ça. D'ailleurs, le christianisme, à une certaine époque, s'intéressait de près à l'alchimie. Bien sûr, tout à fait. Ils ont des courants de pensée parallèles, dissidents peut-être même pour certains, qui sont des fervents adeptes de l'alchimie. Et on va en parler un petit peu. On en parlera, oui. Mais on va inverser un petit peu les rôles. Je vais commencer l'émission. Je vais vous poser la question, Alain. Ça changera un petit peu. D'habitude, c'est vous qui le faites. Quand je vous parle d'alchimie, qu'est-ce que vous voyez? La première chose qui vous vient aux yeux? La transmutation des métaux. On est bien d'accord. Mais on a cette image, donc, moi, quand j'étais plus jeune et que je m'y intéressais, on va dire, de très loin, quand on parlait d'alchimie ou d'alchimiste, tout de suite l'image qui nous arrive en tête, c'est un vieux monsieur avec une barbe assez longue, un petit peu comme dans, si vous voulez, dans Star Wars, qui va aller se réfugier dans une grotte, un petit peu comme fait Obi-Wan Kenobi, pour travailler dans son laboratoire. C'est vraiment quelque chose de très mystérieux, très hermétique. On va revenir aussi sur le terme hermétique et l'hermétisme qui est lié à l'alchimie. Mais cette image est vraiment restée très très forte dans l'idéologie générale. Est-ce que certains alchimistes, fut une époque, n'étaient pas persécutés justement par la religion, par les politiques de l'époque? Est-ce qu'il n'y a pas eu... on les traitait pas de sorciers? Ah si, bien sûr, si. L'alchimie a malheureusement connu des temps très sombres, notamment à l'époque de l'Inquisition, où certains courants qui, on va dire, s'intéressaient de près ou de loin à l'alchimie, étaient considérés comme des œuvres du diable. Oui, bien sûr, les alchimistes se cachaient, étaient persécutés, ont dû recourir à des protections et à un cryptage particulier de leur langue, on va dire, ou des échanges d'informations qu'ils pouvaient avoir entre eux, pour se préserver, pour protéger leurs secrets. Oui, bien sûr, l'alchimie, passé un temps, il fallait pas être alchimiste, c'était très très mal vu. Alors ça me fait penser au film d'Angélique. Il y a eu toute une série d'Angélique. Oui. Angélique Marquise des Anges, Angélique et le roi, enfin bon bref, on va pas tous les énumérer. Et le comte de Pérac était un alchimiste. Bien sûr. Il y a énormément de personnages de notre histoire commune qui étaient alchimistes, sans forcément le dire, ou en le pratiquant, on va dire, dans leur secret, leur fort intérieur. Il y a un point qui est important aussi et qu'on va développer pendant l'ensemble de l'émission, c'est que on va encore une fois, on a 1 heure d'émission, donc on va synthétiser énormément. On va essayer de rester le plus pertinent possible, mais vous comprenez bien que c'est strictement impossible d'encadrer l'ensemble de l'alchimie en 1 heure d'émission. C'est pour certaines personnes, c'est une vie complète d'études des œuvres de l'alchimie, et ça va à des niveaux de détail vraiment extrêmement poussés. Alors on va expliquer ce qu'est l'alchimie en général, et puis comment travaillent les alchimistes, à partir de quels métaux, de quelle façon ils s'y prennent. Bien sûr. Alors,
Pour continuer ce que je disais à l'instant, on va faire encore une fois très simple, et en essayant de ne pas dénaturer aussi la matière première des alchimistes, mais on peut considérer qu'il y a deux formes d'alchimie. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'il y a l'alchimie qu'on appelle opérative, c'est-à-dire la réalisation par le manuel, c'est-à-dire faire les choses, faire des essais de fondre des matériaux, etc., l'alchimie de la matière, donc dite opérationnelle, et l'alchimie spirituelle. Ouais. On va essayer de développer plus le côté de l'alchimie spirituelle, qui, je pense, intéresseront un petit peu mieux les auditeurs et les abonnés de la Clé des Mystères. Allons-y. Notamment puisque je n'ai pas vocation à former des alchimistes. On a bien compris. Il faut un laboratoire et il faut bien sûr étudier tous les principes de l'alchimie. Et le but non plus, c'est de pas rendre riches, je dirais, matériellement les gens, mais c'est de les rendre riches spirituellement. Et c'est là toute la différence aussi et la force de l'alchimie spirituelle et des messages qu'elle recèle à l'intérieur. Donc, l'alchimie, effectivement, vous l'avez dit en début d'émission, c'est vulgairement parlant la transmutation des métaux vils. Donc, on va dire, comme on utilise souvent la comparaison, le plomb, qui est un des métaux, le métaux le plus lourd, en métaux précieux. Donc l'or, ça vient de là, le fameux l'or en plomb, exactement, qui avait la capacité, en travaillant dans son laboratoire, donc dans l'utilisation de l'alchimie opérative, de transformer le plomb en or. Alors, c'est ça. Transformer le plomb en or, si vous voulez, c'est comme l'histoire du roi Midas, qui touche quelque chose et qui va pouvoir faire des choses complètement incroyables, et puis je dirais, s'enrichir, mais encore une fois, s'enrichir matériellement. Et l'enrichissement matériel éloigne de l'enrichissement spirituel. Oui, bien sûr. C'est là où c'est assez intéressant. Donc, encore une fois, pour en finir là-dessus, on travaillera très peu, je dirais, sur l'alchimie opérative. On va en parler, bien sûr, mais le but de l'émission n'est pas là. Le but est de traiter la partie spirituelle. Donc oui, effectivement, l'alchimiste, lui, recherche et essaye de mettre en œuvre un petit peu les principes alchimiques, qui sont très anciens, très connus. Encore une fois, je vais donner une métaphore qui va pouvoir un petit peu aider les gens. Le vrai alchimiste, on peut utiliser aussi le livre de Paolo Coelho qui s'appelle L'Alchimiste. Oui. Si les gens ne le connaissent pas, je peux que le conseiller de leur lire, il est véritablement très intéressant. Mais le vrai travail de l'alchimiste, c'est, de par ses recherches et de par le travail qu'il va effectuer au fil de sa vie, c'est de se transmuter lui-même. C'est ça, le véritable travail de l'alchimiste. C'est-à-dire que lui-même, en travaillant sur lui et sur l'ensemble des connaissances qu'il va comprendre, qu'il va appliquer au quotidien, etc., va transformer la matière, va transformer son propre soi en quelque chose de plus, on va dire, plus spirituel, plus précieux. Encore une fois. Donc souvent, moi j'utilise l'adage, et ça va parler, je pense, aux gens, c'est transmuter le plomb humain en or spirituel. Le véritable travail de l'alchimiste. Et c'est là où on va plonger dans l'alchimie et on va découvrir des choses complètement assez incroyables. Rentrons dans le vif du sujet. Là. Rentrons dans l'alchimie. Alors l'alchimie se constitue, si vous voulez, sur plusieurs éléments. Énormément de symbolique, ils utilisent énormément la symbolique, très difficile à comprendre si on n'est pas initié à l'alchimie. Aujourd'hui, vous vous retrouvez devant des gravures ou des représentations alchimiques, vous n'y comprenez rien. C'est indigérable. Enfin, on se retrouve avec un lion vert qui est en train de manger un soleil, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les mecs qui ont fait ça, ils tournaient pas rond à l'époque. Mais en fait, si vous voulez, c'est tout un langage codé qui a été mis en œuvre et qui derrière est véritablement pertinent. Donc, on parlait donc de l'alchimie dans sa façon générale. L'alchimie, le principe de l'alchimie, c'est la réalisation de ce qu'on appelle le grand œuvre. Il y a le grand et le petit œuvre. Mais on va passer un peu les détails. On va pas non plus parce qu'on risque de perdre un peu les autres. Oui, mais en deux mots, ça veut dire quoi ? Alors la réalisation du grand œuvre, si vous voulez, c'est de transformer encore une fois ce qu'on disait, la matière pauvre en matière riche. Donc pour ce faire, il y a plusieurs étapes. Parce que l'alchimiste considère qu'il faut réaliser plusieurs étapes pour pouvoir faire la réalisation du grand œuvre. C'est vraiment le but principal de l'alchimiste, c'est de réaliser le grand œuvre, et notamment grâce à ce qu'on a appelé la pierre philosophale. Quelque chose qu'on retrouve très fréquemment. Vous allez voir vous allez découvrir des choses qui vont vous interloquer, je l'espère. On se retrouve dans une situation où pour faire la réalisation du grand œuvre, il faut procéder par étapes, et donc la toute première étape, c'est ce qu'on appelle l'œuvre au noir ou au bleu. Ensuite, on a l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Vous voyez déjà ces trois couleurs, je suppose qu'elles doivent vous dire sensiblement quelque chose. Oui. Un drapeau qui est connu chez nous, vous voyez. Donc on retrouve le drapeau français, qui est bleu, blanc, rouge, et qui, dans sa véritable signification, signifie le grand œuvre.
Ça a été mis en place à travers un nombre important de personnages et une histoire très riche en France. L'alchimie était très présente en France, notamment dans le sud de la France et dans la grande partie du territoire. Et elle est énormément également liée à d'autres courants. Vous en parlez au début de l'émission chez les chrétiens. Oui. On la retrouve chez les Rose-Croix, qui sont un courant dissident des chrétiens, puisque à l'origine la Morque, l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix, est une sorte de, si vous me pardonnez l'expression, des séparatistes chrétiens. On la retrouve dans la franc-maçonnerie, énormément dans la franc-maçonnerie, très très présente, et dans plein d'autres courants, comme notamment l'hermétisme. Et donc, vous voyez, on retrouve ces éléments-là. Par exemple, on parlait du drapeau français, le coq, le coq français, le symbole, le galilacé, symbole de notre pays, et de par sa nature, un principe alchimique. En fait, il est symbolique du phénix, également du mercure, parce que c'est des éléments qu'on retrouve très souvent dans l'alchimie. Donc vous voyez, l'alchimie et la franc-maçonnerie notamment ont façonné l'histoire de la France et ont constitué ces grands principes sur des éléments qui sont non négligeables. Alors continuons sur le principe de l'alchimie. Alors continuons sur le principe du grand œuvre. Pour ce faire, donc le chercheur en alchimie, on va dire le candidat, l'apprenti, devra réaliser la nature du grand œuvre en passant par différentes étapes. Si vous voulez, ces étapes qu'on a expliquées, l'œuvre au noir ou au bleu, l'œuvre au blanc, où on trouve aussi du jaune, et l'œuvre au rouge, constitue également la transformation de la matière en la travaillant. C'est-à-dire en fonction de la matière qu'on va la travailler, elle va prendre différentes teintes de couleurs. Vous y reconnaîtrez aussi le spectre lumineux, puisque le spectre lumineux part de l'ultraviolet, on a violet, des couleurs assez sombres, noir, bleu, et ensuite on va s'échelonner sur le centre, le blanc, le jaune, les variantes de jaune, rouge, et on va finir sur le rouge, vous voyez. Donc c'est vraiment, l'alchimie, si vous voulez, est un copier-coller d'énormément de choses qu'on retrouve et qu'on a devant les yeux, mais qu'on a du mal à saisir. Et le principe, c'est d'essayer de symboliser ces éléments-là pour essayer de mieux les comprendre. Un grand principe retenu dans l'alchimie, et qu'on retrouve aussi dans les initiations de franc-maçonnerie, c'est ce qu'on appelle le vitriol. C'est un principe très important qui signifie, en ancien écrit, c'était, je ne vais pas vous le faire en latin, mais en gros, ça vous signifie visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée ou la pierre philosophale. Parce que pour réaliser le grand œuvre, il faut utiliser la pierre philosophale. Mais si vous voulez, encore une fois, c'est une forme cachée et dissimulée du véritable langage alchimique qui signifie visite à l'intérieur de toi-même et en rectifiant, en travaillant sur toi, donc soit en rectifiant ton ego, soit en affinant, en te transformant, en travaillant véritablement, tu découvriras la pierre cachée, qui te permettra de faire la réalisation du grand œuvre. Mais alors concrètement, comment se font ces transmutations ? Comment c'est possible ? Encore une fois, c'est possible par la matière opérationnelle, c'est-à-dire que l'alchimique va travailler véritablement sur la matière en tant que telle. Il va travailler sur la matière, il va fondre, il va travailler sur différents éléments, alors que ce soit sur les plantes, sur des choses comme ça. Si vous voulez, c'est ce qui a conduit à ce que on a connu par le passé avec la distillation. L'alchimie a engendré la chimie. L'alchimie, c'est la chimie. Dans ces premiers temps, ça s'appelait comme ça, et puis ça s'est transformé un petit peu en chimie. Mais quand on a commencé à travailler sur l'alcool, les spiritueux, etc., c'était des principes d'alchimie, avec notamment les alambics. Puisque les alchimistes travaillaient énormément avec l'alambic, pour justement, encore une fois, travailler la matière. Pour la rendre pure, si vous voulez, ce que fait un alchimiste, c'est qu'il détricote la matière. Il va aller dans l'autre sens de la construction de la matière et de la création. C'est une forme d'épuration. Exactement, c'est exactement ça, tout à fait. Donc ça passe par différentes étapes et notamment les différentes œuvres qu'on a citées juste au préalable. Alors, est-ce qu'on connaît des alchimistes célèbres à travers le temps ? Ah oui, bien sûr. Je vais en citer quelques-uns. Que ça pourra intéresser les auditeurs si vraiment ils veulent s'y plonger dedans. Alors encore une fois, il faut y aller. L'alchimie, moi, ça fait maintenant des années que je l'étudie. Il faut y aller par étapes. Il faut y aller doucement parce qu'effectivement c'est pas simple à comprendre. Il y a des principes premiers qu'il faut absolument acquérir. Une symbolique très forte utilisée, par exemple dans l'alchimie, vous allez souvent avoir le soleil et la lune qui vont revenir. En fait, c'est le principe du masculin, du féminin. Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut impérativement connaître pour réussir à mieux les comprendre. Parce que vous allez vous retrouver devant des choses qui ça va être un dialogue de sourds, parce que vous n'aurez pas les éléments clés pour en comprendre toute la quintessence. Mais oui, des alchimistes connus, on en a énormément. En France, on en a eu beaucoup. Récemment, on a un contact à moi qui est vraiment terriblement pertinent sur ces analyses et qui met surtout à disposition de tout le monde. Ce qu'il a découvert, c'est Patrick Beurenstein-Haas. Patrick Beurenstein-Haas, vous trouvez ses vidéos très facilement sur Internet. Vous verrez, il a aussi écrit pas mal de livres dessus.
ils se prennent tout de suite, ces livres-là. Il n'y a pas besoin de comprendre et d'avoir surtout un historique très fort en alchimie. Hein, et lui, va vous aider un petit peu dans la compréhension. En remontant un peu plus dans le temps, les alchimistes très connus, on a Fulcanelli, qui lui était un nom d'emprunt, hein, c'était pas son véritable nom, hein, et qui a écrit énormément d'œuvres aussi sur l'alchimie. Hein. Vraiment l'œuvre phare un petit peu, je dirais, faut pas dire la Bible des alchimistes, parce que c'est pas vrai, c'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même une œuvre qui a énormément compté, c'est le mystère des cathédrales et l'interprétation ésotérique des symboles hermétiques du grand œuvre. Si ça intéresse, il faut vraiment que les gens lisent ce livre-là. Il est écrit par Fulcanelli, très étayé et très très bien agencé également, parce qu'il y a des belles représentations, hein, des belles peintures, etc. à l'intérieur, qui permettent d'un peu mieux de mieux saisir, notamment les cathédrales. Hein, on parlait de l'alchimie opérative. L'alchimie a permis à la réalisation des vitraux des cathédrales. Ah oui, comment? En transmutant selon certains procédés, donc gardés secrets, pour réussir à obtenir des couleurs incroyables ou des variantes de couleurs assez insoupçonnées à l'époque. C'est vrai qu'elles sont magnifiques, dans certaines cathédrales, c'est magnifique, c'est sublime. Les cathédrales sont sublimantes à différentes échelles, et encore une fois pour des raisons très précises. Elles n'ont pas été faites au hasard, et elles respectent des proportions très précises pour des raisons notamment spirituelles très avancées. Mais donc, si vous voulez, ils ont réussi à constituer des vitraux qu'aujourd'hui on a encore du mal à faire. Hein, donc ils avaient quand même une connaissance assez certaine de la matière et de sa transformation. Donc on retrouve ces éléments-là dans les cathédrales. On a aussi des personnes comme Julien Champagne qui ont écrit sur l'alchimie, Nicolas Flamel, j'en passe et des meilleurs, il y en a beaucoup. Je laisserai un petit peu les gens, si ils sont intéressés, déjà découvrir un peu les quelques ouvrages qui tournent autour de ces personnes-là. C'est déjà assez riche, il y a déjà pour quelques années de lecture, de compréhension. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. FréquenceÉvasion.com, FréquenceÉvasion2.com et MonteCarloAzur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. C'est la deuxième partie de la clé du mystère. Nous parlons de l'alchimie. Alors la médecine aussi a recours à l'alchimie. On parlait aussi beaucoup d'élixirs de longue vie. Bien sûr. Bien sûr, on retrouve encore une fois le principe de distillation qui devait conduire à véritablement obtenir la quintessence. Si vous voulez, pour les alchimistes, toute chose, j'essaye de pas dénaturer, j'aimerais pas, parce que c'est un principe qui est quand même assez important chez les alchimistes, mais si vous voulez, toute chose a trois, c'est comme nous, et on est considéré comme trois personnes en une, c'est-à-dire il y a l'âme, l'esprit, le corps. Pour les alchimistes, c'est pareil, mais à tous les niveaux de la création, c'est-à-dire une plante, une pierre, possède la même chose. Et c'est pour ça que, en la travaillant, ils vont essayer d'aller chercher ces éléments-là. C'est-à-dire que ils vont utiliser ce qu'on appelle le sel, le soufre et le mercure, qui sont des points très importants. Alors encore une fois, il faut pas prendre les choses au pied de la lettre, c'est-à-dire le sel comme le sel avec lequel on va prendre pour manger, pour accompagner les plats, même si ça rejoint quand même. Mais il faut essayer de voir ce principe au-delà, voilà, et de façon un peu plus large. Donc le sel, qui signifie aussi la matière brute, la matière première, le soufre, qui par exemple pour une plante va être l'huile essentielle. Donc vous voyez, on va travailler la plante pour en prendre une partie de la quintessence, l'huile essentielle, et derrière on retrouve aussi le mercure qui peut être considéré comme l'éthanol. Donc on retrouve aussi ce principe corps, esprit et âme, vous voyez. Alors l'alchimie se pratique sur l'ensemble des continents. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Alors on retrouve des alchimistes de partout. On retrouve des alchimistes de partout. Donc j'en parlais très très rapidement. On en a dans les courants et dans les sociétés discrètes et secrètes. Franc-maçonnerie, hermétisme. Par exemple dans la Morque aussi, les Templiers. Et aussi des pratiques certains alchimistes reconnus et qui derrière, si vous voulez, perpétraient une connaissance qui avait été gardée secrète par certains niveaux de ces hiérarchies et de ces sociétés mystiques. Et c'est aussi pour ça, parce que vous savez, les choses qui sont inconnues font peur. Et souvent, le bon exemple, c'est les Templiers, qui ont été accusés de tout et de rien, notamment, des choses complètement abracadabrantesques, alors que, en fait, dans la vérité des choses, c'était pas du tout le cas. Mais l'alchimie, c'était un peu pareil, ça faisait peur, donc c'était du domaine du diable, de la sorcellerie, etc., etc. Est-ce qu'il y avait différentes pratiques selon les pays, selon les continents? Alors, il y a des variantes, bien sûr. La colonne vertébrale, les principes premiers sont tout le temps les mêmes. Oui, évidemment, c'est universel. C'est comme des principes de la physique. C'est pareil, on peut pas y échapper. En revanche, après, effectivement, il y a des variantes et il y a des choses qui se créent par la suite. L'alchimie, je dirais, a plusieurs visages, et on la retrouve à travers les âges. Donc nous, chez nous, elle a été très présente en France parce qu'elle elle nous a amené beaucoup de choses. Elle nous a amené, par exemple, aussi ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Oui, c'est-à-dire
Ah, la langue des oiseaux, ça c'est très intéressant. C'est un langage qui est utilisé par les initiés, de certaines confréries, communautés, courants, etc., pour pouvoir se passer des informations entre elles. Mais si vous voulez, la langue des oiseaux, c'est notre langage actuel, que nous on utilise, tous les jours, le français par exemple, ou des expressions françaises, mais qui, décomposé et découpé selon une certaine forme en langue des oiseaux, va donner une compréhension beaucoup plus accrue. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous prenez le mot, je sais pas, la mort. Donc voilà, la fin pour, on va dire, le monde profane, matériel, on va dire, la fin de la vie, ce n'est pas du tout le cas. Mais la mort, par exemple, c'est l'âme hors. Vous voyez, l'âme à l'extérieur, voilà. Ou l'ordre de l'âme. Sous-entendu, l'ordre de l'âme, la libération de l'âme du corps. D'accord. Vous voyez, c'est des choses comme ça. La connaissance, par exemple. Dire la connaissance, c'est con et naissance, c'est-à-dire venir avec. Donc, c'est-à-dire, au moment où vous avez la connaissance, est issue aussi de ce que l'âme va amener quand elle va naître. Vous voyez, venir avec la connaissance. On en a plein comme ça. Mais si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que la langue des oiseaux, alors c'est très connu en pays, notamment en pays Qatar, chez vers la zone de Toulouse ou Carcassonne. Voilà, exactement, parce qu'il y a un historique très important là-dessus, aussi en Bretagne. Si vous voulez, la langue des oiseaux a constitué les patois locaux. Voilà. Donc on retrouve aussi la langue d'oc. Très connue. Vous devez aussi un peu. Là, c'est chez nous, Voilà. Vous voyez, comme quoi le hasard fait bien les choses, comme d'habitude. Et la langue d'oc fait partie de la langue des oiseaux. Encore une fois, on retrouve la langue d'oc, donc langue d'ossienne, etc., On peut défiler comme ça, on peut dérouler. C'est véritablement assez incroyable. On y trouve des choses vraiment très intéressantes. Donc c'est les jalbigeois. On l'appelle aussi le gai savoir. Chez les alchimistes, on l'appelle la langue verte aussi. Et c'était à l'époque aussi donné par les troubadours. Nos fameux troubadours, qui pour la plupart des gens, encore une fois, un petit peu comme on voit le vieil alchimiste dans son coin, dans sa grotte, le troubadour, on va voir un joyeux drille qui va taper sur un tambour et qui va amuser la galerie. Sauf que derrière, il s'exprimait selon certains termes précis et en fait, il transmettait aussi un savoir, une connaissance à travers la langue des oiseaux. Donc c'est véritablement, si vous voulez, une clé qui avait été utilisée, mais qui avait été codée pour que, on va dire, ce que dans le monde un petit peu, encore une fois, franc-maçonnique, on appelle les profanes, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas la connaissance, ne pourront pas comprendre. C'était le principe. Donc ça a engendré les patois. Par exemple, le patois, c'est la patte de loi, vous voyez. Pourquoi le patois est la patte de loi? Parce que dans les anciennes communautés, ils s'appelaient les petits de loi. Et en fait, je pense que la langue des oiseaux, en vérité, s'appelle la langue des oisons. C'est une modification qui s'est faite à travers le temps. Donc, les oisons, les petits de loi, encore une fois, parce qu'ils possédaient cette connaissance. On retrouve aussi les cagots. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des cagots, qui étaient des anciens chrétiens qui avaient été, à l'époque du Moyen-Âge, mis aux abords de la ville et considérés comme des parias. On leur disait qu'ils avaient les mains et les doigts palmés, donc encore une fois, issus de la patte doigt, et on leur collait une patte doigt rouge sur le côté, un petit peu comme les nazis ont fait avec les juifs, et l'étoile jaune, vous voyez, pour les stigmatiser et les repérer, quoi. Et c'était encore une fois des dissidents chrétiens qui possédaient un savoir, et en tout cas, elles ne rejoignaient pas, on va dire, les grandes connaissances que l'Église souhaitait imposer. Comme les Cathares. Les Cathares également ont subi des persécutions parce qu'ils avaient aussi des liens avec l'alchimie et ils avaient des liens avec des anciennes connaissances que l'Église ne supportait pas. Alors on retrouve l'alchimie donc en Chine, on la retrouve aussi en Arabie, un peu partout évidemment sur la planète. Je suppose qu'il y a une différence entre l'alchimie pratiquée en Chine et en Arabie. Oui, bien sûr. Il y a des formes de variation qu'on peut retrouver en fonction, je dirais, de la nature. De la culture aussi, non? Et de la culture, de l'environnement, bien sûr, tout à fait. Oui, chacun amène son grain, même si, encore une fois, les grands principes doivent être suivis et respectés, puisque si on ne les suit pas, encore une fois, c'est ce qu'on expliquait, c'est comme des lois physiques, on ne va pas réussir à conduire correctement la réalisation du grand œuvre. Quelles sont ces différences? Est-ce qu'on pourrait apporter des éléments de réponse? Malheureusement, moi, je pense que je suis pas assez calé dans le domaine des différentes variations des pratiques de l'alchimie pour pouvoir donner un résumé assez exhaustif. Moi, j'ai surtout étudié, je dirais, l'alchimie qui est à portée de main, entre guillemets, c'est-à-dire chez nous, en France, et à travers les différents ouvrages que j'ai pu citer. Après, je pense qu'on peut retrouver énormément, effectivement, de variations en fonction aussi des besoins, tout simplement. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, on pratique toujours l'alchimie. Et si oui, comment et pourquoi? Oui, alors
on pratique encore sûrement sans nul doute l'alchimie. Je faisais mention de Patrick au début de l'émission, Patrick Lorenstein, qui lui pratique l'alchimie et va faire des essais par exemple chez lui. Donc il fait de l'alchimie opérative pour réussir à un petit peu démontrer certaines choses et mieux comprendre aussi certaines choses. Alors c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il démontre? Lui, si vous voulez, dans les différentes études qu'il a pu conduire et les livres qu'il écrit, c'est un scientifique et qui, quand il a commencé à entendre parler de ça, a voulu s'y intéresser pour démolir le système. En disant, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries moyenâgeuses, entre guillemets, d'alchimistes qui doivent reproduire 70 fois les mêmes choses sans aucun résultat, etc., etc. Et puis plus il s'est intéressé, plus il a commencé à comprendre les principes de l'alchimie et ce qu'elle recélait et ce qu'elle gardait en elle. Et il s'est rendu compte que c'était pas autant, je dirais, c'était pas autant comment on peut dire, autant du charabia que ça. Par exemple, charabia, c'est intéressant, c'est aussi un mot qui vient de la langue des oiseaux et de l'alchimie. Parce que pour nous, un charabia, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Alors que c'était le cœur de la doctrine secrète, par exemple. Enfin bon, voilà, vous voyez ces éléments-là, quoi. Et donc, lui, Patrick, met à disposition beaucoup de vidéos qui sont assez intéressantes, et puis encore une fois, des ouvrages qui valent vraiment le coup d'être lus si ça intéresse les personnes qui souhaitent se renseigner un peu sur l'alchimie. Est-ce que la médecine, justement la médecine homéopathique, toutes ces médecines qui ne sont pas de la médecine classique, pratiquent l'alchimie? Oui, enfin, je pense qu'à l'origine, oui, clairement. À l'origine, de toute façon, l'alchimie a permis de conduire à la découverte de certaines molécules, notamment par exemple au niveau des plantes. Énormément de médicaments sont issus des plantes, des plantes qui permettent de faire des anti-irritants, etc., etc. Donc c'est issu aussi des travaux qui ont été faits par l'alchimie à l'époque. Mais si vous voulez, l'alchimie a connu des heures de gloire et bon, comme on le disait tout à l'heure, des heures sombres. Elle était très présente dans le Moyen-Âge et puis surtout au début du XVIIIe siècle. Après, par la suite, ça s'est un petit peu effiloché. C'est tombé un petit peu, c'était plus à la mode. Vous étiez alchimiste, vous étiez has-been. Il y avait, et oui, c'était ça. Vous vous rendez compte, Alain, il y avait la chimie, il y avait les découvertes de la science, il y avait le siècle des Lumières, etc., etc. Vous deveniez complètement obsolète. L'alchimie, c'était relayé à des connaissances moyenâgeuses, complètement désuètes, dépassées. Alors que pourtant, je dirais, la personne qui s'intéresse à la spiritualité va forcément tomber à un moment donné face à la symbolique. La symbolique est essentielle dans la spiritualité, au sens large, utilisée à toutes les échelles. Si on s'intéresse un petit peu plus près à la symbolique, on va tomber sur l'alchimie, puisque l'alchimie par défaut est symbolique. Et on va retrouver aussi, encore une fois, des grandes sociétés secrètes et discrètes qui utilisent aussi la symbolique. La symbolique permet de faire passer des connaissances très avancées, mais sous forme dissimulée, ou en tout cas, si vous n'avez pas le lexique et le dictionnaire sous le coude, vous ne l'avez pas dans la tête, vous n'allez rien comprendre. En revanche, les principes seront essentiels. On parlait aussi de l'hermétisme. L'hermétisme est directement lié à l'alchimie. Par exemple, on parlait aussi de la médecine, le symbole du caducée de la médecine, qui aujourd'hui a changé, puisque maintenant il est avec qu'un seul serpent. Mais à l'époque, c'était le caducée d'Hermès. Donc c'est le père de l'hermétisme, Hermès, qui est l'ancien dieu égyptien Thoth, le bras droit d'Osiris. Les Grecs l'ont appelé Hermès. Et si vous voulez, c'était le principe, c'était le symbole, par défaut, que vous retrouvez dans n'importe quelle pharmacie ou sur les ambulances, par exemple, du bâton avec les deux serpents entrelacés autour, et qui conduisait à l'origine au principe alchimique et hermétique de la connaissance de soi et de la lumière intérieure. Mais on a l'impression qu'il y a un grand retour à ces pratiques aujourd'hui. Je pense qu'il y a oui, effectivement, vous avez raison. Moi, je le vois aussi au niveau du forum, qu'il y a une recrudescence je dirais, un contre-courant d'intérêt. Les gens reviennent s'intéresser à ça, mais encore une fois, parce que il y a aussi des gens qui l'ont mis à disposition plus facilement. On a Internet aujourd'hui. Vous trouvez énormément. Alors, encore une fois, sur Internet, il y a à boire et à manger. Oui, évidemment. Malheureusement, des fois, il y a plus souvent qu'à boire, à boire qu'à manger. Mais le principe, c'est que vous avez quand même accès à une base de données en ligne qui est phénoménale. Avant, pour avoir des traités d'alchimie, il fallait se rendre en bibliothèque spécialisée ou carrément approcher des alchimistes pour pouvoir être être un petit peu préparé et être un petit peu informé de ce qu'il en retournait. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous trouvez des sites qui sont très pertinents et qui traitent de l'alchimie. Donc il y a aussi ça. Ça a permis de réveiller un peu les consciences et surtout de mettre à disposition plus facilement tous les principes de l'alchimie et tout l'ensemble de la symbolique que les alchimistes utilisent.
d'une manière générale, quels sont les grands principes universels? Ah, les grands principes universels de l'alchimie, on les retrouve à chaque fois dans les grandes représentations. Vous tapez alchimie, vous allez sur Google, tapez alchimie, vous allez dans images, vous allez voir les grands principes reviennent souvent. C'est toujours ce qu'on appelle dans le monde, on va dire, des initiés, la voie du milieu. C'est-à-dire, vous avez le principe masculin d'un côté, le soleil, la force masculine, le principe féminin de l'autre, mais qui sont, si vous voulez, en face, mais pas forcément en opposition. Et le principe, c'est de réussir à faire la voie du milieu, donc réussir à faire l'équilibre entre ces deux forces d'origine qui, grâce à cet équilibre, vont permettre d'accéder à des étapes supérieures de l'avancée et du travail spirituel. Si vous voulez, c'est un petit peu, on retrouve ce que disait Jésus à plusieurs endroits, ou dans les Bibles ou dans d'autres courants de pensée un peu parallèles, c'est de réussir de faire de deux l'un. C'est ce principe-là. On retrouve ce principe absolu dans l'alchimie. C'est de réussir à ne plus séparer et ne plus mettre en opposition, mais faire une forme d'équilibre. Toute chose est en soi, mais pour ça, il faut réussir à transmuter la matière première, à y travailler, à l'améliorer. Un petit peu les principes, si vous voulez, suivis par le Bouddha et autres. Le principe du Bouddha est le bon principe, de par le travail sur soi et l'étude et le travail et la mise en œuvre, parce que c'est aussi ça. Dire c'est bien, faire c'est mieux. Donc il faut aussi mettre en pratique. C'est facile de dire, mais si vous ne le pratiquez pas derrière, ça vous amènera pas, comme le disait le Bouddha, ça vous amènera pas à grand chose. Donc il faut, et en travaillant, à force de travailler là-dessus, vous allez vous améliorer, vous allez grandir spirituellement et vous allez accéder à des connaissances de l'esprit qui ne seront pas disponibles à quelqu'un qui ne sera pas éveillé. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. C'est la clé du mystère, nous parlons de l'alchimie. Alors, est-ce qu'on peut apprendre l'alchimie, monsieur tout le monde là qui nous écoute? Est-ce que s'il y a une personne qui veut devenir alchimiste, ou tout au moins s'essayer à l'alchimie, est-ce que c'est possible? Bien sûr, bien sûr. L'alchimie n'est pas, l'alchimie est disponible à tout le monde, pour ceux qui veulent vraiment s'y intéresser et l'étudier. Moi, j'encourage parce que c'est véritablement très très intéressant. Après, effectivement, il faut soit passer par des livres qui sont assez, je dirais, accessibles, parce qu'encore une fois, la première fois que vous lisez un traité d'alchimie, vous comprenez rien. Non, mais c'est même pas la peine. Vous mettez du chinois sous les yeux, ou un dessin qui est fait par quelqu'un à l'autre bout de la terre et qui représente les choses qui lui sont propres à lui, c'est la même chose. Enfin, vous n'allez rien comprendre. C'est plein de formes assez incroyables, avec des représentations de feu, comme je vous disais tout à l'heure, le principe du lion, un lion vert par exemple, ou rouge, c'est des couleurs aussi très importantes au niveau de l'alchimie, le vert et le rouge, qui va être en train de sauter sur un lac d'eau. Enfin, je sais pas, je vous donne quelques exemples comme ça. Une représentation d'une peinture très connue avec un cerf, une licorne à l'intérieur, et deux poissons au centre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est très très travaillé et ça signifie énormément de choses. Par exemple, le cerf et la licorne sont très très présents dans l'alchimie. On retrouve le même principe, on peut y retrouver effectivement la démonstration de la présence féminine par l'intermédiaire de la licorne, ou également par l'intermédiaire de la présence de l'âme par exemple. Donc en gros, ça veut dire quoi? Si vous voulez, sur un tableau, vous allez avoir la présence du cerf, de la licorne. Le cerf représente la partie masculine ou l'esprit. Ça veut dire en chaque chose se situe un esprit et une âme, etc. etc. Vous voyez, c'est vraiment un langage codé qui a été mis en œuvre et qui a été travaillé à travers des siècles et des siècles. C'est très symbolique finalement. C'est énormément symbolique. Ah oui, l'alchimie est très 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 symbolique. Elle utilise que du symbole. On retrouve l'alchimie dans le tarot par exemple. Dans le tarot, l'alchimie est très présente. Vous l'avez par exemple aussi à une échelle complètement différente, mais toutefois qui rejoint puisque le symbolique est utilisé dans les dessins animés dans Walt Disney. Les Walt Disney sont très alchimiques. Certains Walt Disney sont très 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 alchimiques. C'est véritablement incroyable et quand on comprend les clés, on comprend ce que ça signifie, c'est subjugant. Il faut savoir que Walt Disney était maçon par exemple. Walt Disney était franc-maçon, donc il a utilisé, si vous voulez, à travers certains dessins animés très très connus,
par exemple Blanche-Neige, Alice au Pays des Merveilles, Le Magicien d'Oz, c'est pas Walt Disney, mais ça rejoint ces principes-là. Et c'est des principes alchimiques incroyables, hein. L'histoire d'Alice au Pays des Merveilles et la démonstration alchimique par défaut de la transformation de la matière et de la réalisation du grand œuvre. Hein. Quand Alice va suivre le Lapin Blanc et que elle va aller à l'intérieur du terrier, enfin vous voyez, il faudrait faire quasiment une émission peut-être à part entière dessus, mais les symboliques qui sont utilisées sont encore très présentes au niveau de ces dessins animés-là. Alors cet élixir de longue vie existe-t-il vraiment selon les alchimistes? Il faudrait peut-être demander aux moines chartreux. Oui. Ah oui. Aux moines chartreux, puisque à l'origine, les chartreux, qui ont fait la chartreuse. Hein. Bon, aujourd'hui, je pense que l'élixir de longue vie, en buvant de la chartreuse, vous risquez pas d'aller bien loin. Non, je vois pas. Hein. Moi, je suis de la chartreuse, ça tombe bien. Hein. J'habite en Chartreuse, c'est juste à côté de Grenoble. Hein. Oui, il y a la Grande Chartreuse à visiter, c'est très joli. Au nord de Grenoble, hein, intéressant. Et donc moi j'ai connu la Chartreuse depuis que je suis petit. Et effectivement, dans la Chartreuse, il y a l'élixir de Chartreuse. Vous avez la liqueur de Chartreuse, hein, qui est une liqueur digestive. Et puis vous avez l'élixir de Chartreuse qui là a été, j'en suis quasiment persuadé. Alors j'ai pas étudié, donc je m'avance sur un terrain que je ne connais pas, mais je suis persuadé qu'en regardant un petit peu de plus près, vous allez retrouver du travail alchimique qui a été mené dessus, et notamment sur un ensemble de plantes, pour réussir à trouver l'élixir de longue vie. Parce qu'à l'origine, les chartreux, c'est ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient à faire l'élixir de longue vie. Bon, ils ont fait la chartreuse. Parce qu'ils s'en sont pas trop mal tirés quand même. Oui, c'est très bon. Ça a bien marché, oui, effectivement. Mais vous avez comme ça des principes. Encore une fois, l'alcool, vraiment le principe de distillation, c'est les alchimies qui les ont mis, je dirais, à disposition du grand public. Hein. Et grâce au principe de distillation, hein, on retrouve maintenant des choses qu'on peut faire qu'on ne connaissait pas avant ou très peu. Hein. Le principe, encore une fois, des spiritueux, par exemple. Mais vous voyez comme c'est intéressant, puisque si on prend l'étymologie du terme, spiritueux, spiritus, et qu'est-ce que ça signifie spirit en anglais? C'est l'esprit. C'est ça. Vous voyez donc on retrouve ces éléments-là, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur l'alchimie? Quelque chose que j'aurais oublié de vous dire. Moi, je pense qu'on a parlé, il y a des points importants qui reviennent souvent. Après, je dirais le mieux pour l'alchimie, c'est de l'étudier. Voilà. On ne devient pas alchimiste comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps. Il faut en comprendre les éléments. Il faut s'y intéresser. Il faut multiplier les canaux aussi. Les livres. Aujourd'hui, vous avez vraiment des livres très intéressants, très pertinents sur l'alchimie. J'en ai conseillé quelques-uns, mais il y en a bien d'autres que moi je n'ai pas lus. Mais je pense que c'est une des clés pour comprendre véritablement ce que signifie l'alchimie. Mais moi j'ai découvert ça, si vous voulez, à travers toutes mes recherches que j'ai pu conduire, et je me suis rendu compte véritablement des connaissances que possédaient les alchimistes, qui sont, à mon sens à moi, des connaissances ancestrales, antiques, qui révèlent des secrets véritables et absolus. Si vous voulez, pour moi, la différence entre l'ensemble, je vais rejoindre un petit peu, je vais un peu tous les mettre dans le même panier, les alchimistes, la franc-maçonnerie, les hermétiques, etc., pour dire qu'on passe de la religion, de la croyance, à la connaissance. Et moi, je suis Alain, je suis persuadé que cette connaissance-là, elle amène des clés absolues et incontournables, incroyables, mais qui ont été codées, qui ont été transformées aussi à travers les âges, puisqu'il y a quand même un historique qui s'étale sur des siècles, des millénaires. Et quelque part, ça peut rejoindre le chamanisme. Oui. Ça peut être parallèle, tout au moins. De toute façon, il y a forcément des liens. Il y a des liens. Si vous voulez, bien sûr. Si vous voulez, l'alchimie représente la nature des choses, de toutes les choses qui sont présentes devant nos yeux, qui sont palpables ou pas palpables, et qui nous entourent, et dont nous faisons partie aussi, puisque nous sommes matière. En tout cas, le véhicule que nous utilisons, si on croit à la réincarnation ou la présence de l'esprit à l'intérieur du corps, est un véhicule fait de matière. Donc effectivement, l'alchimie rejoint tous ces principes et essaye justement de donner des clés de compréhension pour, encore une fois, le principe c'est la réalisation du grand œuvre, donc c'est-à-dire s'améliorer, grandir spirituellement et réussir à transmuter. Et je pense que c'est vraiment cette phrase qu'il faut garder, c'est transmuter le plomb humain en or spirituel. Ça c'est vraiment le grand secret des alchimistes. Mais si vous voulez, de l'alchimie, on l'a retrouvé aussi à travers les comptines pour enfants. Ah oui. Bien sûr. Ah oui, regardez, la souris verte. Ah oui, les comptines. Les comptines pour enfants. J'avais pas compris. On parlait de la langue d'oc, on parlait de la langue des oiseaux, c'était aussi transmis comme ça. Et si vous voulez, c'était aussi un gage pour, peut-être, je sais pas, c'est peut-être une supputation que je fais, mais pour essayer de réveiller quelque chose chez l'enfant, ou en tout cas lui donner des clés
pour que par la suite ça éveille un petit peu son intérêt et ça signifie quelque chose. La souris verte, quand vous écoutez la comptine de la souris verte, c'est pareil, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais vous allez prendre une souris verte, déjà une souris verte, vous voyez beaucoup des souris vertes? Non. Voilà, vous prenez une souris, vous la trempez dans l'eau, trempez-la dans l'huile, qu'est-ce que c'est que ce... Mais c'est incroyable le mec qui a écrit ça. Oui, c'est vrai. Ah bah soit il était chaman et il a abusé de l'ayahuasca, qui est une plante hallucinatoire, soit sinon il utilisait autre chose. Mais en fait, si vous voulez, l'histoire de la souris verte est un principe alchimique, complètement. C'est le principe de la transformation de la matière selon différentes étapes et qui vont conduire à vous donner certaines clés, quoi. Voyez. Donc c'est pour ça que c'est véritablement, ça touche aussi, j'ai un autre exemple, c'est la marelle par exemple. Oui. La marelle pour les enfants, pareil, est un principe aussi qu'on retrouve dans l'alchimie. Tous ces éléments-là, si vous voulez, se sont perdus à travers les âges, ont été oubliés. Dommage. Aujourd'hui, et oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est véritablement une connaissance incroyable et qui donne encore une fois des clés pour les chercheurs en quête de spiritualité que je ne peux que conseiller d'étudier. Alors on parlait d'huile essentielle tout à l'heure, donc l'alchimie on peut la retrouver aussi dans la parfumerie. Oui, mais je pense que, ça, si vous voulez, ça s'est un petit peu tout décliné suite aux études d'alchimie qui ont été faites. Les choses se sont déclinées par la suite. Mais oui, bien sûr, on retrouve dans la parfumerie. Ah oui, complètement. Complètement, réussir à extirper certaines essences, certaines quintessences de la matière, issues des travaux d'alchimistes. On en parle beaucoup dans les parfumeries de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Oui, bien sûr. On explique tout ça. La ville du parfum, tout à fait. La ville du parfum, oui. Ah oui. Ah non, mais c'est pas étonnant. Et je suis sûr, encore une fois, j'ai pas étudié plus en profondeur l'historique de la parfumerie, mais je suis persuadé qu'on va y retrouver, bien sûr, des grands alchimistes qui ont dû travailler dessus et qui devaient traîner dans les parages, sans nul doute. Il va y avoir des transmutations, justement, pour faire ces parfums avec Exactement, les différentes fleurs. Voilà. Ah oui, bien sûr. C'est un travail de longue haleine, que ce soit sur la partie spirituelle ou la partie opérative. Ça nécessite du temps, de la compréhension, de la patience. Et puis des essais, c'est comme tout. On n'arrive pas comme ça à tirer en plein dans la cible la première fois, sauf si on a la chance du débutant. Mais généralement, après, on a du mal à le reproduire. Par contre, en s'entraînant, on y arrive de mieux en mieux. Voilà, c'est un peu le principe. Bon, après, on n'a pas, encore une fois, je vais pas parler de tous les éléments de l'alchimie. On parle aussi de la voie sèche, de la voie humide, de la voie royale, qui sont des éléments inhérents à l'alchimie. La rose aussi est un élément qui est très très présent dans l'alchimie, qui est aussi une des représentations de la déesse mère. De la nature des choses, puisque pour l'alchimiste, la déesse mère est très présente et un poids plus qu'important, essentiel dans l'ensemble de l'œuvre. Donc la rose est un élément qu'on retrouve souvent. C'est aussi l'origine de la Légion d'honneur, que la Légion d'honneur à l'origine est une rose. On retrouve aussi ça chez les rose-croix. On parlait de la morque. Vous voyez le principe de la rose qui est censé être officiellement l'âme en évolution, au centre de la croix, c'est le principe de l'explication de la symbolisme de la morque, est en vérité le symbole de la déesse mère, qu'on retrouve aussi à différentes échelles sur énormément de continents et d'endroits divers et variés. On parlait du lion vert, qui est un acide pour transmuter certaines formes de la matière. C'est très très large. On parlait aussi de la symbolique. C'est très difficile de traiter tous ces éléments-là en l'espace de très peu de temps. Oui, ça, alors, on peut le retrouver dans les livres, justement. Dans les livres, voilà. Mais il faut au préalable étudier les principes premiers de l'alchimie. Parce que si vous voulez, la première fois que vous prenez un livre de Fulcanelli, qui était un grand alchimiste, vous n'allez pas y comprendre grand-chose. C'est de l'hébreu, quoi. Il faut y lire, vraiment, c'est incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce qui nous raconte d'aller faire ci, d'aller faire ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Par contre, effectivement, une fois que vous avez les clés de voûte, là, ça vous parle beaucoup plus. Parce que quand dedans vous allez voir, on va vous parler de la licorne, tout de suite, la licorne, il faut la prendre au sens symbolique. La licorne, c'est le principe féminin, c'est aussi le principe lunaire, etc. Donc ça va beaucoup mieux vous parler. Mais si vous n'avez pas ces connaissances-là, c'est comme de lire un livre alors que vous ne savez pas lire. Voilà, vous allez voir des chiffres, des symboles, mais ça va pas vous parler, quoi. L'alchimie, c'est exactement pareil, c'est ça. La première fois qu'on touche à ça, on laisse vite tomber, quoi. Merci Frédéric et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie, Alain, et puis au plaisir. Fréquence Évasion.